let's watch some crazy stuff, yo! Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va plonger dans un voyage très personnel, ni plus ni moins, attention, que mon top 23 de mes personnages de jeux vidéo favoris. Jeez, Rick, oh my god! Alors, vous savez, pour moi, ce qui me fait vraiment vibrer dans un jeu, c'est moins le gameplay que la narration et le développement des personnages. Ce top est donc éminemment personnel, un simple reflet des personnages qui m'ont le plus marqué, touché et inspiré dans ma vie de joueur. Hey, wait a minute, Rick. I thought this was a commercial. What's going on? I mean, relax, Morty. Don't worry about it. Let's just see where this goes. On va ainsi explorer ensemble ces figures qui ont transcendé l'écran pour trouver une place confortable dans mon petit cœur, que ce soit des héros au destin tragique, des antagonistes aux motivations complexes, jusqu'aux personnages secondaires qui apportent une profondeur inattendue à leur univers. Alors, sans plus attendre, c'est parti pour mon top 23, attention, de mes persos préférés dans les jeux vidéo. Oh my god, it's still the commercial. Et donc, on va commencer forcément avec le numéro 23, qui n'est autre que James Sunderland, de Silent Hill 2, qui est donc un personnage à la profondeur psychologique assez fascinante. Il incarne un homme confronté à ses démons intérieurs, engagé dans un voyage à la fois terrifiant et captivant. Sa quête dans les ruelles brumeuses de Silent Hill, ville macabre, qui matérialise des monstres à l'image des gens, à l'image de la psyché des gens qui la traversent, est une exploration profonde de la culpabilité, du deuil et de la rédemption. James pense pouvoir retrouver sa femme décédée au cœur de cette ville, mais il y trouvera quelque chose de bien plus dérangeant en fait. La vérité sur ce qu'il est réellement, un homme normal peut-être, ou alors un monstre, qui sait. Sans transition, on passe à la 22e place avec Ico, du jeu Ico, qui offre effectivement une expérience poétique rare. Comme tous les jeux de Fumito Ueda, j'ai envie de dire. Donc, sa relation silencieuse mais puissamment émotive avec Yorda est vraiment d'une puissance évocatrice assez rare. Cette dernière, d'ailleurs, Yorda, princesse éthérée de son état, se retrouve coincée comme lui au cœur d'un sinistre château. Et malgré la barrière de la langue entre les deux, les deux personnages deviennent vite des compagnons absolument inséparables. Ce jeune garçon cornu, terrifié mais courageux, naviguant dans un château immense et combattant des ombres avec un simple bâton, transforme une simple mission d'escorte classique en une véritable aventure mémorable et émouvante. Et on réalise que ce qui terrifie vraiment Ico, c'est pas de se faire buter par les créatures macabres qui hantent le château, non. En fait, c'est plutôt l'idée de perdre la seule personne qu'il ait jamais acceptée pour ce qu'il est, c'est-à-dire Yorda. Voilà. Parce que évidemment, comme vous le savez, Ico a toujours été mis de côté, a toujours été le paria de son village à cause de ses cornes. Passons au numéro 21 maintenant avec Auron de Final Fantasy X, qui est, on va le dire, l'incarnation du charisme. Voilà. Au moins les termes ont été donnés. Son design est excellent, ce qui est d'ailleurs une réussite assez notable pour Tetsuya Nomura, surtout ces derniers temps, et qui capte l'attention de prime abord. Mais c'est son histoire, c'est-à-dire sa backstory, son amitié profonde avec Braska et Jecht, et les flashbacks émouvants qui y sont liés, qui impriment son personnage dans la mémoire. Auron est un homme mort-vivant, seulement animé par une promesse faite à des amis, qui est donc un fil narratif poignant qui traverse tout le jeu et qui le transcende. Auron, c'est vraiment pour moi peut-être le meilleur personnage de paragon, de l'archétype paragon ever. Le vieux personnage à la Gandalf qui guide les héros. Je trouve que Auron est peut-être le meilleur personnage appartenant à cet archétype. Carrément, je dirais. Toute fiction confondue, c'est pour vous dire quoi. Bon. Allez, on va passer à la 20e place et on va rester dans l'univers des RPG japonais avec Yuri Lowell, le protagoniste principal de Tales of Vesperia, qui est probablement le plus charismatique des héros principaux du jeu RPG ever. Il est cool, il est classe, il est dark, il est drôle, toujours maître de la situation, il n'est jamais à court de répliques mémorables et possède un style de vigilanté en mode Punisher totalement unique dans l'univers des JRPG. Jouer Yuri, c'est comme incarner le rival d'un héros typique des JRPG. Ce serait une expérience semblable que de jouer Sephiroth au lieu de Cloud dans Final Fantasy VII. En fait, t'as vraiment l'impression de jouer un putain de boss. Cependant, le développement de Yuri stagne à mi-chemin du jeu, d'ailleurs j'en ai parlé dans mes vidéos sur Tales of Vesperia, forcément. Et lorsque son statut de tueur en série est révélé, les autres personnages semblent étrangement passer l'éponge, et le jeu continue sans aborder sérieusement les conséquences de ses actions, faisant de tout ce potentiel narratif un véritable gâchis. Donc voilà. Alors, on va passer sans transition à la 19e place avec Ragnar Valder, l'un des 4 personnages jouables du premier Fire and Hunger, qui est, on va le dire, un véritable équivalent de Guts de Berserk dans le monde du jeu vidéo. Ce viking furieux et implacable n'est pourtant qu'un homme ordinaire, à la base, se retrouvant confronté à d'effroyables abominations et autres monstres absolument terrifiants. Ragnar Valder n'est ni un héros élu des déesses ou de je ne sais quoi, ni issu d'une lignée légendaire, non pas du tout. C'est simplement un guerrier animé par un désir de vengeance suite à la mort de sa femme et de son enfant, et par tout simplement aller casser du God End, voilà, dans le plus grand des calmes. La simplicité de sa quête et sa détermination brute en font un personnage profondément captivant et authentique. C'est le, entre guillemets, badass normal. Par excellence, voilà. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un badass normal, je vous enjoins à aller sur le site TV Trope, qui explique exactement ce que ce trope veut dire. Le badass normal, en gros, c'est le type normal,
voilà, qui n'a pas de génétique de ouf, qui n'est pas l'élu des déesses, qui n'est pas l'élu de la lumière ou la réincarnation du roi des mondes il y a 1000 ans, voilà, mais qui pourtant est super fort malgré tout, malgré le fait que il est rien de particulièrement extraordinaire, voilà, bon. Et le pire dans tout ça, c'est qu'étant donné qu'on rencontre un descendant de Ragnavaldr dans Fear and Hunger 2, ça veut dire forcément que non seulement Ragnavaldr s'est sorti vivant de l'enfer cosmique du donjon de Fear and Hunger, mais qu'en plus de ça, il s'est remarié au calme et a eu des gosses. Donc voilà. La grande classe que ce Ragnavaldr, il faut quand même le dire. Passons à la 18e place avec Nagito Komaeda de Danganronpa 2, qui est donc un personnage d'une intelligence effrayante et d'une psychopathie assez avérée, c'est certain, mais c'est pas ça qui le rend unique, je vous le dis direct, ce qui rend Nagito absolument exceptionnel, c'est qu'il déconstruit totalement le modèle du personnage principal du premier Danganronpa, prenant tout le monde à contre-pied. Il est également rare de voir un antagoniste aussi torturé par le doute et la haine de soi. Foi lié, il encourage ses adversaires à le vaincre, incarnant lui-même le mal en fait, juste pour avoir le plaisir de voir les personnages justes, les personnages bons, s'élever contre lui en fait. Nagito est un concept à part entière, et son chapitre dédié dans Danganronpa 2 est l'enquête, on va dire, la mieux écrite de toute la franchise. Le mec est carrément allé jusqu'à fomenter son propre meurtre. Ce type est une véritable anomalie. Allez, on va passer à la 17e place avec un personnage dont j'ai assez parlé ces derniers temps. Je pense que vous allez le reconnaître, Shadow the Hedgehog, Shadow le Hérisson. Enfin, en tout cas, Shadow dans Sonic Adventure 2, qui est donc remarquablement original. Il est peut-être le seul grand méchant que je connaisse qui agit selon les vœux d'une autre personne, c'est-à-dire Maria. Sous ses airs arrogants, Shadow est en réalité un personnage serviable et humble, et l'utilisation du pronom beaucoup en japonais plutôt que le viril ore souligne sa personnalité réservée et pure. Autre élément notable, c'est que malgré que Shadow soit la star de Sonic Adventure 2, il ne vole pas du tout la vedette au méchant habituel des Sonic, c'est-à-dire Dr. Eggman, qui est également à son meilleur, dans Sonic Adventure 2, forcément. Malheureusement, Shadow a été transformé en caricature dans les jeux Sonic ultérieurs, à l'exception de Sonic 06. Ce qui est assez ironique, parce que Sonic 06 étant considéré comme étant le pire Sonic de l'histoire, et c'est pourtant, je dirais, l'un des jeux où Shadow a été le plus respecté. Voilà, c'est assez marrant. Bref, allez, 16e place, Jin Sakai, de Ghost of Tsushima, qui est donc un samouraï qui apprend à mettre son honneur de côté au nom de l'efficacité pragmatique sur le champ de bataille. Son conflit intérieur entre son honneur traditionnel de samouraï et son alter ego de fantôme, c'est-à-dire un guerrier pragmatique sur le champ de bataille, prêt à toutes les vilainies, c'est-à-dire l'empoisonnement, le backstab et tout, pour vaincre l'envahisseur mongol, est magnifiquement dépeint, il faut le dire. Il incarne un bel hommage au film Harakiri, explorant la tension entre les idéaux donc des samouraïs et la réalité brutale de la guerre. Voilà. Franchement, Ghost of Tsushima, je vous le dis, j'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu, c'est quand même un jeu de dingue, franchement. Je trouve assez affolant que personne n'en parle. Il est sorti en 2020, mais tout le monde s'en bat les couilles de ce jeu. Je suis en train d'y rejouer là, mais ce jeu, c'est une dinguerie en fait. C'est une dinguerie absolue. C'est vraiment un truc de fou. Que ce soit visuellement, que ce soit au niveau du scénario, que ce soit au niveau du gameplay. Bon, là, je suis en train de partir en tangente, donc je vais m'arrêter là. Mais c'est vrai que Ghost of Tsushima, pour moi, ça fait partie de ces bugs de scénario dans la vraie vie, tu vois. Comment un jeu aussi extraordinaire, pourquoi tout le monde s'en bat les couilles, en fait? D'ailleurs, ma vidéo sur Ghost of Tsushima, c'est l'une de mes vidéos les moins vues de ma chaîne. Tout le monde a osé fait. Bon. Enfin bref, écoutez, passons à autre chose, parce que là, je vais m'énerver. Allez, alors, Kazuya est quand même mon personnage préféré des jeux de combat, de tout jeu de combat confondu, et il est peut-être le premier vilain protagoniste, le méchant protagoniste, dans le genre jeu de combat. Ce qui est fascinant avec Kazuya, c'est qu'après avoir renversé son père après Tekken 1, on s'attend à ce qu'il devienne le héros forcément, mais il se révèle être encore pire. Kazuya est un véritable salaud, un opportuniste, avec quand même un passé tragique, il faut le dire. Il est constamment entre le nanar, c'est-à-dire bon, évidemment avec son délire, le délire des Mishima, de balancer les mecs de sa famille dans un volcan, ça c'est quand même assez nanar. Et j'ai envie de dire c'est un peu la patte de Harada, Harada étant le concepteur de Tekken. Et donc Kazuya se distingue clairement comme le personnage principal le plus original, on va le dire, des jeux de combat, loin de la platitude d'un Ryu de Street Fighter. Voilà. Petite balle perdue pour Ryu, mais j'ai envie de dire, il l'a mérité. Allez, 14e place, Yangus, Dragon Quest 8. Attention, là je vous ressors vraiment des références des enfers. Alors, Yangus est l'incarnation, en ce qui me concerne, de l'amitié virile. Sa loyauté indéfectible envers le protagoniste est profondément touchante. Ce personnage, qui nous rappelle Marv un peu de Sin City, par sa force assez extraordinaire physique et sa conscience de son apparence peu flatteuse, montre à plusieurs reprises qu'il est un véritable bro. Dès qu'on a besoin de lui, il est toujours là pour nous aider. Voilà, Yangus, c'est un vrai frère. Sa résignation face à son apparence et son cœur d'or le rendent d'autant plus attachant. J'aime beaucoup Yangus. Pour moi, c'est peut-être mon personnage préféré. Tout Dragon Quest confondu, Yangus, c'est un vrai. D'ailleurs, je suis pas le seul à penser ça, je pense, parce que il y avait effectivement un spin-off, un jeu spin-off qui se focus exclusivement sur Yangus. C'est quand même rare de voir ça. Il me semble qu'il n'y a jamais eu d'autre itération de ça dans la série Dragon Quest.
C'est-à-dire qu'un personnage bien particulier de Dragon Quest a eu droit à son propre jeu. Donc je pense qu'effectivement, je suis pas le seul à apprécier Yangus. Passons à la 13e place avec Steiner de Final Fantasy IX, qui bénéficie d'un développement de personnage vraiment remarquable dans FF9, passant d'un simple rôle comique à une figure complexe et profonde. Initialement un chevalier obéissant et peu réfléchi, Steiner évolue peu à peu pour devenir un homme faisant preuve d'indépendance et de courage. Et, comble du succès, attention, il conquiert quand même le cœur de Béatrix, l'une des plus grandes waifus de la franchise Final Fantasy. Si ça c'est pas un move de Chad, alors là, je sais pas. Je saurais vraiment pas comment le qualifier autrement. Hein. Voilà, Steiner c'est vraiment le Chad de la franchise Final Fantasy. Bref. Allez, 12e place, Arthas Menethil. Donc Arthas dans Warcraft 3 évidemment, qui est un personnage incontournable hein, pour ceux qui apprécient le trope du héros devenu méchant, qui est donc, bon voilà, à la base un prince vertueux au départ, et malheureusement son orgueil le mène progressivement vers les ténèbres, à travers des choix de plus en plus tragiques. Le massacre de Stratholme, notamment, est l'un de mes moments préférés dans l'histoire du jeu vidéo, carrément, illustrant parfaitement la chute d'un héros. C'est ça qui est énorme avec le massacre de Stratholme, c'est que, franchement, moi je serais du côté de Arthas, hein, si j'avais été sur place, je veux dire. Franchement, j'aurais dit, ouais, mais Arthas, il a raison, il a pas le choix. Hein. C'est là où tu vois effectivement quand un jeu est bien écrit, quoi, tout simplement. Arthas, j'aime beaucoup ce personnage. Passons à la 12e position avec Kratos Orion. Et non pas Kratos de God of War, non. Là, je parle de Kratos Orion de Tales of Symphonia, qui est en quelque sorte le Dark Vador des JRPG. Bon voilà, ce personnage est vraiment superbe, hein, d'une élégance et d'une classe inégalée. Il est reconnu pour son thème musical emblématique, et sa relation père-fils avec Lloyd, donc le protagoniste principal, est extrêmement touchante, imprégnée d'une profondeur émotionnelle assez rare, quand même. Sa quête de rédemption se déroule tout au long du jeu, de manière progressive et nuancée. Kratos incarne peut-être l'amour paternel dans le jeu vidéo de manière la plus poignante que j'ai jamais vue dans un jeu vidéo, tout simplement, voilà, on faut le dire. Pour moi, même bien au-dessus de l'autre Kratos, de God of War avec Atreus. Hein. Pour moi, Kratos Orion, c'est vraiment la figure du père, pour moi, hein, dans les jeux vidéo. Et d'ailleurs, en parlant de père, 11e place, Brad Armstrong, l'infameux protagoniste de Lisa the Painful, qui est donc dans la pure veine hein, d'un Joel Miller de The Last of Us, c'est-à-dire que c'est un homme violent, dont l'objectif unique est de protéger sa fille adoptive, j'ai nommé Buddy, dont on parlera un peu plus tard. Il ne recule devant aucune bassesse pour y parvenir, et ajouter à cela une addiction aux drogues dures et un passé marqué par la maltraitance et l'alcoolisme, sans oublier la culpabilité d'avoir laissé mourir sa sœur Lisa aux mains de leur père alcoolique. Et donc voilà, si on additionne tout ça, on tient quand même là l'un des personnages les plus tourmentés et complexes de l'histoire du jeu vidéo. Je veux dire le combat final de Lisa the Painful, enfin je veux dire c'est peut-être une des scènes les plus déchirantes que j'ai jamais vues de ma vie. Hein. Quand tu vois Brad en train d'affronter l'armée de Rando tout seul, et même Rando, son ancien élève, qui fond en larmes, alors qu'il se bat contre son vieux maître, enfin je veux dire, mais non franchement, Lisa the Painful c'est... Voilà, c'est... Voilà, au-dessus c'est le soleil, comme dirait l'autre. Hein. Franchement, voilà. Bon bref. Et d'ailleurs, on va continuer sur Lisa the Painful avec Lisa the Joyful, sa suite. Et donc forcément, qui dit Lisa the Joyful dit Buddy. Donc Buddy, la fille adoptive de Brad Armstrong, et qui est donc la protagoniste principale de Lisa the Joyful. Et qui est d'ailleurs, bon, faut le dire, la seule et unique femme de ce top. Hein. Je suis vraiment désolé. Voilà, ce top ne respectera pas la parité. Bon alors, Buddy, pourquoi elle est là ? Déjà, elle est implacable, manipulatrice et sanguinaire, et elle a également toutes les raisons d'être ainsi. C'est ça qui est intéressant avec Buddy. C'est que c'est une grosse... c'est une garce, hein, on va dire, voilà. Mais on la comprend totalement, voilà. Et donc, s'autoproclamant mère de l'humanité, Buddy ne montre aucune pitié envers quiconque se dressant en travers de son chemin. Ses interactions avec Rando, donc l'autre fils adoptif, l'autre élève de Brad, sont aussi réconfortantes que tristes. Parce que voilà, Rando, il essaie comment dire, de sauver Buddy, d'essayer de la rendre un peu moins violente, de la rendre un peu moins assoiffée de vengeance. Et Buddy, il ne fait qu'utiliser Rando à ses fins. Buddy, vraiment un personnage super classe, grandiose, inoubliable. Et je vous le dis, c'est mon personnage féminin préféré, tout jeu confondu. Vraiment, mais très très largement. Buddy, franchement, Buddy, voilà. La classe. J'aime beaucoup Buddy. J'aime beaucoup Lisa the Painful en termes général. Écoutez, je vous le dis direct, pour moi, Dingaling, le développeur des jeux Lisa, c'est un génie à la limite, il n'y a pas de souci, mais je trouve vraiment que c'est peut-être l'un des développeurs les plus sous-cotés de l'histoire. Je veux dire, c'est qu'en général, quand on parle de développeurs indépendants, on va parler par exemple de mecs comme Toby Fox, hein, bon, qui est normal, parce que Undertale c'est un truc de fou, voilà. On va parler, je crois, de Scott Cawthon, ou je sais pas quoi, celui qui a fait les Five Nights at Freddy's et tout ça, tu vois. On va parler des mecs comme ça, et à la limite, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même parler un peu de Dingaling, quand même. Parler de Dingaling, jouer à Lisa the Painful, jouer à Lisa the Joyful, c'est quand même des jeux qui sont des chefs-d'œuvre, quoi, merde. Mais tout le monde s'en bat les couilles. Enfin bref, allez, encore une fois, je préfère passer.
sinon je vais tout casser. Bon allez, on passe à la 9ème place avec Max Payne. Et donc, là je vais être bien précis, le Max Payne de Max Payne 2. Voilà, bien Max Payne 2. Hein. Pas Max Payne 1, qui est un énorme nanar, surtout avec la gueule de Sam Lake, et pas Max Payne 3, parce que voilà, si j'en parle, je vais devenir vulgaire. J'ai déjà fait une vidéo sur ce jeu de mort. Max Payne 2 est un personnage transformé par rapport au premier Max Payne. Ayant accompli sa vengeance dans le premier jeu, il se retrouve vide de but, vide de sens, il n'a plus rien. Seul avec sa solitude et sa dépression. Ce second opus est intensément centré sur le personnage. Ce second opus est intensément centré sur ce personnage, en fait, bien particulier. Voilà. Sur sa lutte intérieure, nous montrons comment Max, à travers une série de mauvaises décisions, tente de remonter la pente. Sa descente aux enfers et sa romance torture avec Mona Sachs constituent l'une des meilleures études de personnages de l'histoire du jeu vidéo. Ce qui est intéressant dans Max Payne 2, c'est qu'il montre l'après-vengeance. Qu'est-ce qui se passe après la vengeance? C'est-à-dire que, ok, d'accord, t'as eu ta vengeance, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile de se reconstruire après s'être vengé plutôt que de se venger, en fait. C'est ça qui est intéressant avec Max Payne 2, entre autres. Tout ce jeu, c'est un truc de ouf. Bref, passons à la 7ème position avec Joel, de The Last of Us, premier du. Alors Joel, c'est un homme brisé par la perte de sa fille. Voilà, sa fille Sarah, de base. Et donc, il est prêt à aller aux extrémités les plus sombres, les plus vénères, les plus indicibles, pour éviter de revivre cette douleur à tout le moins. Il est même disposé à condamner le monde entier pour cela. Son parcours émotionnel, marqué par la peur, l'amour et le désespoir, est d'une puissance narrative rarement atteinte dans le jeu vidéo. Ça fait plaisir de voir effectivement un personnage de bourru au grand cœur, entre guillemets, mais quand même poussé au bout de la vilainie, parce qu'en général, les personnages comme Joel, à chaque fois à la fin, on essaie quand même de te les faire passer pour des mecs bien. Voilà. Alors que Joel, c'est un monstre. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est aller au bout du délire. Voilà. Même si effectivement, quand même, je passe pas mal de temps à critiquer sur cette chaîne Neil Druckmann, là-dessus, il s'est pas raté. Hein. Là-dessus, il s'est pas raté. De toutes les manières, moi j'aime bien The Last of Us en général. Même le second opus, je l'aime bien. Même si c'est vrai que je passe mon temps à le critiquer. En scratch, je l'aime bien. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi finalement j'aime bien The Last of Us 2. Bref. Cela dit, avant d'aller plus loin dans notre vidéo, j'aimerais quand même vous parler de 2-3 petites bricoles qui sont quand même un peu importantes. Déjà, si vous ne le saviez pas encore, je suis également actif sur d'autres plateformes que YouTube, et donc pour rester connecté avec Yaginalyse en dehors de mes vidéos hebdomadaires, eh bien vous pouvez me retrouver sur Instagram, TikTok, Twitter, réseaux sur lesquels je poste au moins une fois par jour. Eh oui. Il y a également Spotify, où je poste tous les jours mes vidéos en format de podcast. Et pour finir, il y a Patreon. Alors, créer des vidéos demande beaucoup de temps et d'efforts, vous vous en doutez, et pour être honnête, vous pourriez être surpris d'apprendre que je ne reçois pas grand chose de YouTube directement, et encore, c'est un euphémisme. Et c'est là que votre soutien peut tout changer, parce que si vous avez les moyens et l'envie de m'aider à continuer cette aventure qui Yaginalyse, eh bien mon Patreon est l'endroit où vous pouvez vraiment faire la différence. En tant que membre Patreon, vous contribuez à soutenir mon travail et à m'aider à relever les défis qui accompagnent la création de contenu de qualité. Et surtout au rythme d'enfer qui est le mien. Évidemment, pour vous remercier de votre soutien, je propose quelques avantages exclusifs, comme l'accès à mon serveur Discord privé, et également un accès en avant-première de mes vidéos, une semaine à l'avance. Donc voilà, vous pourrez voir mes vidéos une semaine à l'avance, avant qu'elles ne sortent sur YouTube, bon, c'est toujours ça de prix. Et pour finir quand même, je tiens à souligner que votre soutien ne passe pas inaperçu, chaque contribution, peu importe la taille, me rapproche un peu plus de mes objectifs créatifs. Si ce n'est pas dans vos moyens, évidemment, voilà, ça pose aucun problème, voilà. Le simple fait de regarder mes vidéos est déjà de toute façon une grande source de soutien. Et c'est sur ces mots que l'on va revenir à notre sujet du jour. Passons donc à la 6ème place, donc occupée par Martin Walker. Évidemment, j'en parle souvent, alors que tout le monde s'en bat les couilles de ce jeu. À chaque fois que je parle de ce jeu, tout le monde osef mes vidéos, c'est un truc de fou. Évidemment, je parle du jeu Spec Ops The Line, qui est donc l'un des jeux les plus sous-cotés de l'histoire du sous-cotage. Et donc, Martin Walker est le renversement total du cliché du héros américain libérateur. Plus il tente de jouer les héros, plus il cause de destruction et de souffrance autour de lui. Walker, dans sa quête obstinée pour la justice, finit par se perdre dans une croisade meurtrière et effroyable, utilisant même du phosphore blanc contre des innocents. Son réalisme brutal nous confronte à la révélation que le véritable ennemi est en fait lui-même. C'est une représentation magistrale de la chute d'un héros, une critique assez glaçante du cliché du héros américain, et puis il y a aussi évidemment une espèce de petite critique en seconde lecture des shooters, des jeux de shoot, voilà, où on tue sur je sais pas combien de PNJ sans pour autant se poser des questions sur le fait de quand même on est en train de tuer des gens quoi. Voilà, bon bref, Martin Walker, personnage incroyable, Spec Ops The Line, jeu incroyable dont tout le monde s'en bat les couilles, ce qui est quand même assez triste, il faut le dire. D'ailleurs, en parlant d'un autre jeu dont tout le monde s'en bat les couilles, Assassin's Creed 1, je dis bien 1. Le 1, là, 1, c'est-à-dire le premier opus, premier volet. Alors, donc, Altaïr dans Assassin's Creed 1 est un protagoniste unique,
en son genre, à la fois dogmatique et mystique. Son évolution, un personnage arrogant à un homme empreint d'humilité, est captivante. Mais ce qui distingue vraiment Altaïr, c'est sa prise de conscience que ses ennemis ne sont pas intrinsèquement mauvais et qu'il n'est pas nécessairement meilleur qu'eux. Il découvre que, tout comme lui, ils ont des raisons valables d'agir. Ce parcours philosophique s'achève sur une conclusion profonde. Rien n'est vrai, tout est permis. Bon allez, 4ème position, Niko Bellic. Alors évidemment, Niko Bellic, GTA 4, bon voilà, doit-on vraiment le présenter vétéran de la guerre de Yougoslavie dans GTA 4, donc évidemment, et qui cherche à recommencer sa vie en Amérique. Mais il se heurte à 2 dures réalités. Déjà que le rêve américain n'est qu'une illusion, et surtout qu'un monstre reste un monstre, peu importe le lieu. Son désir de rédemption est poignant, mais il est constamment confronté à la nature sombre de son passé et à la brutalité de son nouvel environnement. D'ailleurs, je trouve que GTA 4, c'est un peu, un bel exemple de ce qui est bien et de ce qui est pas bien dans l'écriture des jeux Rockstar. C'est-à-dire que quand on dit bien souvent, il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire que GTA 4, c'est peut-être le GTA avec le meilleur scénario ever, tu vois. Alors qu'avant, il avait été, je trouve assez décrié, hein. Je veux dire, genre quelques mois après, tout le monde dit ouais, nanani, GTA San Andreas, c'est bien mieux. Alors que là, maintenant, tout le monde dit que GTA 4, c'est un truc de ouf. Bon, bah, je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que Niko Bellic, il est vrai, un des personnages les mieux écrits de l'histoire de jeux vidéo, mais je trouve que le scénario, il se passe pas grand-chose, en fait. Il se passe pas grand-chose dans le scénario. C'est ça, en fait, le truc. Il se passe pas grand-chose. Le mec, bon là, Nico arrive, il se rend compte petit à petit que le rêve américain c'est de la merde, il se venge ou pas selon les choix du joueur, voilà, et ça s'arrête là. C'est un peu, représentatif de l'écriture des jeux Rockstar, c'est-à-dire que les personnages sont bien écrits, il y a des bons dialogues, mais il se passe pas grand-chose dans les jeux en fait. Avec quand même une grosse exception avec Red Dead 2. Voilà, Red Dead Redemption 2 qui là par contre a un scénario de ouf de bout en bout. On arrive au top 3 avec Kaim de Drakengard, qui représente ce que deviendraient les héros de Beat'em Up, voilà, un peu comme Dynasty Warriors dans un contexte plus réaliste. À force de tuer des centaines de soldats, Kaim devient progressivement fou, sanguinaire, et sa soif de sang n'a d'égal que sa colère. Il perd même l'usage de la parole, ne pouvant s'exprimer désormais que par la violence et le meurtre. C'est une représentation troublante de la déshumanisation par le combat. Et puis au-delà de ça, Kaim, franchement, devient quand même ultra classe dans Drakengard 2. Voilà, Drakengard 2 qui est d'ailleurs un jeu que j'ai traité dans une vidéo, qui est un jeu très controversé, d'autant plus qu'il n'a pas été écrit par Yoko Taro, qui est donc Yoko Taro, l'infameux développeur de Drakengard 1 et des Nair. Il a aussi écrit Drakengard 3 mais pas Drakengard 2. Bah, je trouve que Kaim est super dans Drakengard 2, il est super stylé, super charismatique. Sa romance entre guillemets, parce que quand même bon, on parle tout de même d'un mec qui a une romance avec un dragon. Je veux dire, bon, ok. Et dire que je pensais que Kaiba, il abusait un peu avec le dragon blanc aux yeux bleus, bah Kaim, lui, il va encore plus loin, quoi. Carrément une romance avec un dragon, quoi. Ok, super. Avec ça, c'est un truc de ouf. Le mec qui tue la mort, quoi. Je dirais, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Que veux-tu faire? Le mec tue la mort. Ok, c'est bon, ça va, c'est bon. Tu as ta carte de badass, tu la prends, tu te barres. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? C'est bon, la carte de membre, elle est là, quoi. Le gars, il tue la mort, il n'y a plus rien à dire après ça. Je veux dire, bon, voilà, quoi. Allez, on passe à la seconde position avec Kenny de The Walking Dead, parce qu'effectivement dans ma vidéo sur les personnages gentils devenus méchants dans la fiction, j'avais parlé un peu de Kenny et j'avais dit effectivement qu'il faisait partie de mes personnages de jeux vidéo favoris. Bah j'ai pas menti vu qu'il est là, seconde position. Alors Kenny, issu de The Walking Dead saison 1 et 2 de Telltale, donc, est un personnage complexe et profondément humain. À l'origine un simple redneck, l'apocalypse zombie le transforme en une figure absolument inarrêtable, irascible, un monstre constamment en colère contre le monde entier. La perte tragique de sa femme et de son fils devant ses yeux le pousse au bord de la folie. Et pourtant, c'est aussi l'un des personnages les plus touchants qui soit. Un monstre conscient de sa nature, qui voit la mort comme un soulagement pour ceux qui n'auront plus à le supporter. Kenny, en fait, c'est ça en fait qui le rend, je trouve, assez déchirant. C'est que, effectivement, il est difficile à raisonner, effectivement, il est têtu, effectivement, il est buté, il est obstiné, mais il le sait. Voilà. Il peut pas s'en empêcher, mais il sait que c'est difficile de le supporter. Et c'est pour ça qu'à la fin du jeu, si vous choisissez de lui tirer dessus, bah, il se laisse faire. Il se laisse faire, et même il remercie Clémentine, il dit « y a pas de souci, ne t'en veux pas, je comprends totalement que tu me tues, c'est vrai que je suis devenu un monstre, je le comprends. » Bref, voilà, à la fin, même si tu le tues pas, il se sacrifie pour toi, bref, voilà. Kenny c'est Kenny, quoi. Kenny c'est Kenny. Sa quête désespérée pour trouver quelqu'un à protéger, comme Clémentine ou le nourrisson AJ, est un poignant rappel de son besoin de donner un sens à sa vie. C'est un personnage déchirant, à la fois terrifiant et émouvant. Kenny, c'est un type, tout ce qu'il a besoin, c'est juste des responsabilités. C'est un mec qui a besoin de quelqu'un à protéger, voilà. Et si tu lui retires tout, le gars devient fou. Quand on lui prend sa femme et son fils, j'ai du mal à ne pas tirer ma larmichette à la toute fin de The Walking Dead, The Walking Dead saison 2, je vais pas mytho. Alors, avant de passer au numéro 1, je vais peut-être, parler de mention honorable.
Il y en a un qui me vient en tête là, c'est Jack Van Buress de Wild Arms 1, qui est un excellent personnage, personne n'en parle encore une fois, peu importe. Voilà, très bon personnage, hein. Jack Van Buress, déjà il est super classe en mode samouraï avec son côté un peu bateau jutsu, ultra stylé, son délire de vengeance, son côté blagueur mais qui cache en fait un passé sombre, bref voilà quoi, c'est le grand classique de Jack, j'aime beaucoup ce personnage. Bref allez, donc le numéro 1 évidemment, je pense que peut-être certains d'entre vous le connaissent déjà, étant donné que j'avais quand même fait une vidéo de 50 minutes sur Final Fantasy VIII, bon, voilà, et dans lequel j'avais effectivement dit que Squall était mon personnage préféré, donc forcément j'avais pas le choix. Squall numéro 1. Alors, l'histoire de Squall, c'est l'histoire classique d'un introverti qui apprend à s'ouvrir aux autres. Et donc là, effectivement, il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Mais ce qui fait de Squall le meilleur personnage de jeu vidéo à mes yeux, c'est que son développement de personnage est profondément viscéral. Squall est présenté à la fois comme cool, mais en même temps comme pathétique, comme on le voit je ne sais combien de fois, en PLS, littéral, hein, sur son lit, voilà, ne sachant pas quoi faire. Il est aussi présenté comme un mercenaire intrépide, autant qu'un adolescent terrifié, à l'idée de nouer des amitiés pour ensuite les perdre. Son évolution n'est pas motivée par un amour soudain pour la compagnie ou l'idéalisation de l'amitié, non. Ce qui motive Squall à sortir de sa carapace, c'est une peur viscérale de la solitude. D'ailleurs, cette peur est magnifiquement bien illustrée dans la fin du jeu, carrément, où on voit effectivement Squall terrifié en train de parcourir un désert tout seul, en cherchant désespérément quelqu'un. Et c'est ça en fait qui permet à Squall de s'en sortir, c'est la peur de rester seul, et voilà tout simplement. Son histoire est celle d'une transformation émotionnelle, réaliste et profonde, faisant de Squall un personnage inoubliable. Et au-delà de ça, Squall c'est quand même un mec ultra classe. Voilà, les scènes cultes dans FF8 avec Squall, j'en ai déjà parlé de toute façon dans ma vidéo sur Squall. Des répliques cultes, en veux-tu, en voilà. Se bercer d'illusions est le meilleur moyen d'être déçu. Le problème dans la vie, c'est pas de vivre, c'est de survivre. Enfin bref. Une fois sur deux, ce que dit Squall, tu peux le mettre sur un t-shirt. Bon, en espérant que cette vidéo vous ait plu, je suis désolé pour ma voix déchirée, mais bon, écoutez, j'essaie quand même d'avoir une discipline. Je me dis qu'il faut quand même que je m'astreigne à la promesse que je vous ai faite, c'est-à-dire de vous procurer 3 vidéos par semaine. Donc je suis obligé de continuer à faire des vidéos même lorsque je suis malade. Donc voilà, mais c'est moi, je me suis dit que j'allais le faire, donc je m'astreins à cette promesse, jusqu'à que j'en sois vraiment plus capable. Pour l'instant, je le suis encore. Donc voilà, je vais continuer. Bon, alors, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.